Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour, bienvenue dans Question Voyage, notre podcast qui fait le plein de conseils pour que voyager reste une partie de plaisir. Avec nous aujourd'hui Mathilde Giard, bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes journaliste, spécialiste des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous êtes l'une des 4 auteurs de Sur les chemins de Compostelle, sorti aux éditions Gallimard. Et les auditeurs l'auront bien compris, on va aborder aujourd'hui l'un des pèlerinages les plus connus au monde, celui qui mène à la célèbre ville espagnole de Santiago de Compostela, ou Saint-Jacques-de-Compostelle en français. Pour bien comprendre, c'est quoi les chemins de Compostelle ? Alors, c'est plein de chemins en fait. On dit effectivement le chemin, mais c'est une multitude de tracés. Et à l'origine, on partait de chez soi. Il n'y avait pas de train ou d'avion pour rejoindre une ville de départ. Donc, on fermait la porte de chez soi et ces chemins finissaient par converger, former 4 grands axes principaux. Le plus connu, c'est la voie du Puy-en-Velay, la plus fréquentée, qu'on appelle la voie du Puy ou Via Podiensis. Vous avez la voie de Tours ou Via Turonensis, qui part de Paris, de la Tour Saint-Jacques à Paris-Centre. La voie de Vézelay, dite Lemovicensis. J'espère que les latinistes m'en voudront pas si je ne prononce pas très très bien. Et ensuite, la 4e, la voie d'Arles ou Via Tolosana. Et tout cela converge jusqu'à la frontière espagnole, aux Pyrénées, que l'on franchissait principalement, il y en a 3 qui passent par Saint-Jean-Pied-de-Port pour ensuite rejoindre Roncevaux de l'autre côté. Donc il y a plein d'autres, parce qu'il y a des voies de Genève, des voies qui partent de Trondheim en Norvège, des voies de Russie, de Pologne, tout cela finit par converger sur ces 4 voies françaises et des sous-voies. Et ensuite il y a un grand chemin à travers l'Espagne, qui s'appelle le Camino Frances, le chemin des Français, parce qu'il vient de France, et le chemin du Nord, mais là aussi, il y a le chemin de la voie de Catalogne, et puis on peut prendre le chemin de La Plata, depuis Séville, depuis Lisbonne. Il y a une multitude de chemins de Compostelle. Et vous conseillez lequel pour débuter ? Ils sont tous magnifiques et tous ont des très beaux fragments et d'autres fragments plus monotones, mais comme le chemin de la vie, où on a des moments gais, riches, plein de joie, et d'autres un peu plus longs, interminables, sous un ciel gris. Mais je dirais de commencer quand même par le Puy-en-Velay, la voie du Puy. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et depuis, j'en ai fait pas mal d'autres. Ça reste vraiment un souvenir mémorable de partir de la cathédrale. C'est très symbolique. Il y a ce qu'on appelle une messe d'envoi. On descend les marches de cet édifice volcanique et on s'élance vers ces plateaux. On est très nombreux. Et une partie des chemins est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont cette partie. Et c'est là qu'il y a au début la traversée de l'Aubrac, qui est vraiment la traversée de l'Aubrac. C'est extraordinaire. C'est ce qui reste le plus beau. Et c'est d'ailleurs l'un des plus populaires, si je comprends bien. Malheureusement, oui. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul. Il y a la foule. Je crois que les chiffres de l'année dernière, c'est entre 15 et elle accueille entre 15 et 20 000 marcheurs par an. Donc, mais du coup, ça a un côté assez joyeux, de joyeuses troupes qui s'élancent sur un sentier bien balisé, et puis des haltes qui sont bien organisées. Et donc, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt. Et après, on a moins peur de s'élancer seul sur un chemin moins connu et on est rodé, mais donc je pense que c'est pas mal pour commencer. Et est-ce qu'il y a des chemins peut-être un peu plus confidentiels sur lesquels on peut débuter ? Oui, non, mais il y en a une multitude. Le dernier que j'ai fait, c'est une partie qui est moins connue sur la voie de Tours, au départ de Poitiers jusqu'à au-delà de Saint-Jean-d'Angély. On traverse la Saintonge avec des chapelles romanes extraordinaires. Et alors là, c'est sûr, on est tout seul et c'est bien organisé. Et on peut méditer, laisser ses pensées, même s'il y a du monde, de toute façon, ça aussi, on peut se renfermer dans sa bulle. Mais oui, il y a plein d'autres. J'avais fait le Conques-Toulouse, qui est beaucoup moins connu aussi, à travers les vignobles. Non, ils sont tous, si on a envie, le chemin catalan, je ne l'ai toujours pas fait, il est très réputé, il doit être très joli, et c'est un peu exotique, c'est agréable de sortir de la France, de partir à pied, d'entendre parler espagnol, catalan plutôt. C'est à chacun, selon ses affinités. Le chemin de Vézelay est extraordinaire, on parle de la colline de Vézelay, c'est fabuleux, et on va jusqu'à Limoges, et non, il y a partout, il y a des édifices, et cette France qui est remarquable, donc tout est bien, tout est beau. Et justement, on va maintenant passer aux questions un peu plus pratiques. Entamer un tel périple peut paraître assez impressionnant, du moins pour un néophyte.
Est-ce que c'est compliqué d'organiser un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle? Non, c'est très, très simple, il suffit il faut s'alléger, il faut se délester, se dire justement il faut avoir un bon sac à dos, des bonnes chaussures que bien sûr l'on ne traîne pas, le jour, où l'on se met en marche, hein. Il faut, mieux vaut prendre des chaussures avec lesquelles on a l'habitude de travailler, de marcher, pardonnez-moi. Et puis même, on repère parfois le look total quechua. Bon, parfois vous avez votre beau bon vieux pull en laine et un t-shirt technique, et ça fera l'affaire. Enfin, c'est assez simple en fait. Il faut du matériel léger dans lequel vous vous sentez bien, un short, des bonnes chaussures, 2 paires de chaussettes, allégé au maximum. Alors il y en a qui poussent le bouchon à couper leur brosse à dents pour qu'elle soit plus allégée. Au début, il faut que le sac à dos fasse 20% du poids, mais c'est assez simple. C'est partir pour une grande randonnée en itinérance, avec quelques conseils qu'on donne, notamment j'ai écrit aussi un autre livre sur. Ils ont fait le chemin de Compostelle avec une partie pratique qui est assez étoffée, et ça existe beaucoup avec les guides Miam Miam Dodo, etc. Il faut prendre un bonnet, c'est important, plutôt que de prendre 2 pulls, s'il fait froid le soir. Prendre des boules qui parce que si vous dormez en refuge, les ronfleurs qui dorment autour de vous, ça peut vous sauver une nuit. Donc voilà, il y a une lampe frontale, il y a des petits détails à ne pas oublier, mais partir, c'est simple, parce qu'il suffit de ses jambes et de marcher devant soi. Et au niveau des préparatifs sportifs, peut-être, ce que vous voulez... Exactement, et aussi les préparatifs en termes d'hébergement, d'organisation un peu plus pratique, on va dire aussi. Bon, alors pour ce qui est la forme, c'est bien de s'échauffer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de marcheurs qui se font mal dès le premier jour, qui surestiment leur rapidité, qui sont très en forme et en fait qui vont se blesser, ou bien qui ont des courbatures très vite. Donc il faut marcher un petit peu, essayer plutôt que de prendre l'escalator, gravir l'escalier, marcher plusieurs heures par semaine. On peut aussi les pharmaciens recommandent de se masser un mois avant la paume des pieds avec des marques spécifiques pour avoir la paume bien souple, pardonnez-moi, enfin pas la paume des mains, mais voilà, la plante des pieds. Et donc sinon, pour deuxième question, c'était les gîtes. Hein, Oui, exactement, en termes d'hébergement. Est-ce qu'il faut forcément réserver longtemps à l'avance ou pas? Eh bien, ça dépend des tempéraments, mais au fil de... Donc moi, je suis surtout, avant d'être marcheuse, même si j'ai fait beaucoup de tronçons et beaucoup de voies, je recueille des témoignages. Et selon les témoignages recueillis, beaucoup conseillent de réserver les premières nuits, au moins la première, la deuxième, voire les 3 premières, mais ensuite de réserver au cours du chemin. Et même si on part une semaine. Alors c'est vrai que si on se décide de partir pour commencer, ce que font des jeunes, par exemple, sur un pont du mois de mai, bon, il faut peut-être mieux que 4 nuits, il faut réserver. Mais on ne sait jamais, l'étape variera peut-être, on arrivera à marcher plus vite, ou on sera dans un esprit plus contemplatif, on marchera plus lentement. Surtout, on vous parle il y a une adresse mythique qui s'appelle le refuge du sauvage, au départ du puits, qui est extraordinaire, en Margeride. Donc voilà, vous ne l'avez pas prévu, ou bien peut-être qu'il y a un nouveau gîte là, qui se crée et quelqu'un va vous en parler et c'est génial, il faut absolument que tu ailles dormir là-bas, l'accueil est incroyable. Donc il faut être capable de s'adapter, parce que le chemin n'est pas... heureusement, il y a des surprises et il ne se déroule pas exactement comme on l'a programmé. Oui, il faut laisser place un peu à l'improvisation, si je comprends bien. Ouais. Donc l'idéal, je dirais, c'est de réserver ces 2 ou 3 premières nuits, et ensuite avec son guide, donc généralement la Bible, hein, c'est le Miam Miam Dodo avec plein d'adresses. À une époque, il existait en version numérique, je sais que quelqu'un m'en avait parlé, mais je ne sais pas si... voilà, je ne confirme pas à 100%. Côté espagnol, il y a aussi... il y a des applications qui existent assez simples, et on repère un gîte. Alors sachant que, côté espagnol, là, en revanche, on ne peut pas réserver son gîte à l'avance. C'est le premier qui arrive le plus tôt, donc parfois c'est la course pour avoir la meilleure place, qui soit pas celle près des toilettes, ou enfin voilà, où tout le monde se passe. Et quel budget faut-il prévoir? Ça varie. Alors effectivement, on peut faire du camping sauvage. Donc là, ça nous coûte... J'avais interviewé des jeunes qui avaient réussi à ne dépenser que 5 € par jour avec leur tente sur le dos, parce qu'on a le droit de bivouaquer. En principe, si on arrive après 17 heures et on part avant 9 heures, on a le droit de bivouaquer au bord du chemin. Mais bon, alors les gîtes peuvent être pas très onéreux, je crois que... Et puis il y a aussi il y en a qui préfèrent des établissements de charme, hein, qui existent,
que l'on trouve le long du chemin, ou bien qu'ils varient. Et il y avait un chiffre que je recherche, que bien sûr je ne trouve pas, mais voilà, je l'ai trouvé. Il y avait alors on disait que le budget quotidien, c'était autour de 35 € sur les voies les plus fréquentées et 25 € côté espagnol, en dormant effectivement dans des gîtes un peu sommaires. Et puis, sachant aussi qu'il y a souvent un menu du pèlerin pour une dizaine d'euros, avec vin à volonté souvent, parce que les soirées sont souvent bien arrosées, on est très fatigué et on se retrouve autour de grandes tablées et on boit du vin et ça délie les langues de façon tout à fait mesurée, bien sûr, mais c'est plutôt sympathique. Voilà, pour dire c'est austère, mais aussi des côtés chaleureux et conviviaux. Quelle durée faut-il prévoir pour se lancer sur les chemins de Saint-Jacques? Est-ce qu'il faut débuter peut-être avec 15 jours, un mois? Comment ça se passe? Chacun en fonction de son temps. Soit on le fait d'une traite, plus de 2 mois, soit la majorité des marcheurs le font une semaine par an ou 2 semaines par an. Et je me souviens donc des jeunes d'une vingtaine d'années qui s'étaient initiés justement sur un coup de tête, sur un pont de mai. Là, les ponts de mai arrivent bientôt. C'est une autre façon de partir en voyage. C'est une aventure. Donc c'est une nouvelle aventure tout à fait accessible. Et d'ailleurs, quelles sont les principales difficultés quand on se lance sur Saint-Jacques? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? C'est sportif, effectivement. On va solliciter son corps toute la journée, marcher jusqu'à 8 heures par jour. Donc il faut être en forme. Effectivement, c'est un peu l'inconnu avec sa carte. C'est pas partir en tour opérateur, enfin en voyage organisé. Donc il faut avoir confiance, parce qu'effectivement c'est un flot et généralement ça se passe plutôt bien. Les seuls risques que l'on peut avoir, auxquels il faut se préparer, enfin, c'est se faire mordre par un chien, voilà, des choses pour la randonnée ou se perdre. Et ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Il faut savoir qu'on risque de se perdre. Ça fait déjà des petites choses auxquelles il faut faire attention, du moins. Il y a aussi certains documents qu'il faut avoir sur soi. Le fameux carnet du pèlerin, c'est quoi exactement? Alors on dit, oui, ça s'appelle plutôt la crédentiale ou la créanciale, selon que ce soit délivré par une organisation religieuse ou laïque. Et effectivement, c'est le passeport du pèlerin que l'on fait tamponner à chaque étape. Alors autrefois, c'est un héritage historique où cela prouvait, quand le pèlerin partait, c'était un document qui lui était fourni par l'Église et qui attestait qu'il était bien pèlerin et c'était un sauf-conduit pour être hébergé, pour passer les ponts à péage médiévaux et ne pas forcément payé, surtout pour des notions d'hébergement. Mais c'est sympathique d'avoir son pèlerin, déjà, pour soi, parce qu'on voit l'évolution, on est content, puis chacun, beaucoup d'hébergements s'amusent à faire des motifs donc c'est très varié. Et ça peut vous donner accès à des gîtes religieux, enfin, si cela prouve que vous faites vraiment le chemin, donc ça peut aussi vous permet d'avoir des réductions et si le menu du pèlerin, peut-être que parfois on vous dira, on vous le donne si vous nous montrez votre crédentiale. Et en Espagne, c'est très important pour les 100 derniers kilomètres, s'il vous est demandé pour avoir ce qu'on appelle la Compostela, le diplôme qui prouve que vous avez fait Saint-Jacques de Compostelle. Alors en France, donc moi je l'ai, c'est un beau parchemin écrit en latin avec mon nom, enfin moi ça doit être Mathilda, je crois que c'est très bizarre, Mathildus, je sais plus, c'est écrit de façon un peu bizarre, mais en sachant en Espagne, c'est un peu une rumeur qui court, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais c'est très important pour le CV et on peut vous le demander. Donc c'est un document où, et là, j'y suis allée au bureau où vous pré-enregistrez, vous avez tous vos tickets et vous avez vraiment quelqu'un qui regarde bien votre document. Donc c'est important de l'avoir avec soi et pas de stress si vous ne l'avez pas anticipé. Généralement au Puy-en-Velay, vous pouvez l'avoir au bureau des pèlerins ou même à l'église. Souvent dans les grandes étapes, au début, c'est gratuit, on vous le donne gratuitement. Ou bien c'est gratuit ou parfois vous devez payer quelques euros. Je ne sais plus trop, ça dépend des endroits. Mais sinon, vous pouvez le réserver auprès d'une association jacquaire ou de l'Agence des chemins de Compostelle. Et est-ce qu'il y a une bonne période pour marcher?
Écoutez, ça va bientôt commencer, hein, on est au mois de mars. Donc avril ne te découvre pas d'un fil. Donc voilà, c'est bien de marcher en avril, sachant que les plus belles journées, ce sera mai, juin. Juin avec les journées qui s'allongent et la végétation magnifique. Juillet, août, surtout maintenant avec le réchauffement climatique qui risque de faire très chaud. Paradoxalement, il y a moins de monde en juillet, août parce qu'il y a beaucoup de seniors, hein, beaucoup de retraités, même si ce sont pas, enfin, c'est à peu près la moitié. Donc eux privilégient juin et septembre, qui sont vraiment les 2 plus belles périodes. Mais voilà, on peut s'élancer d'avril à octobre, parce que l'hiver, effectivement, les chemins, surtout dans l'Aubrac, dans les Pyrénées, sont couverts de neige, sont fermés au public, sont impraticables. Et est-ce qu'il faut forcément être religieux pour emprunter les chemins de Compostelle? Eh bien non, bien sûr que non, même si c'est spirituel. Donc, et là d'ailleurs, c'est devenu vraiment une infime minorité, les personnes qui s'élancent sur le chemin de façon dans un objectif religieux. Donc ce n'est pas du tout nécessaire, c'est plutôt des personnes y vont pour, découvrir le patrimoine, par but sportif, faire une randonnée un peu différente et quoi qu'il arrive, la spiritualité, on ne peut qu'être, saisi par la spiritualité, sentir que des milliers et des milliers de pèlerins ont marché avant nous. Les églises, ça leur en fait un côté, sacré. Je dirais plutôt que c'est un chemin, voilà, c'est dans le chemin, les termes un peu plus à la mode, plus en vogue, mais voilà. C'est un chemin sacré et pas besoin d'être religieux, mais difficile de rester insensible face au patrimoine religieux. Et justement, est-ce qu'il y a certaines règles peut-être à respecter? Peut-être des règles tacites qu'on ne connaît pas forcément? Peut-être marcher sans bâton ou marcher justement avec un bâton de pèlerin? Voilà, C'est intéressant, c'est bien. Des règles, non, enfin, c'est le respect et tout le monde, effectivement. Alors, on peut être agacé mais souvent, il y a vraiment une bonne entente. Et le coup des bâtons, moi, j'étais anti-bâton et en fait, maintenant, j'ai découvert les bâtons et je trouve ça formidable. Ça vous déleste vraiment, surtout si vous transportez votre sac, vous ne décidez pas à faire le portage de bagages, ça allège considérablement le pas. Donc, on est vraiment libre, en fait, Non, chacun fait le chemin à sa façon. Et puis, je me souviens avoir échangé avec des spécialistes purs et durs. Ça ne se fait qu'à pied. Maintenant, il y a les cyclistes. Mais autrefois, on pouvait y aller en charrette, en bateau. Donc là, on le fait à sa façon. C'est formidable de se mettre en route, de vouloir se mettre en itinérance, à la découverte de la France, de la péninsule ibérique, de la découverte de soi, de sortir de sa zone de confort. Donc, non, chacun fait le chemin à sa façon. Est-ce qu'il faut forcément avoir atteint Saint-Jacques-de-Compostelle pour avoir, entre guillemets, réussi son pèlerinage? C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Donc, c'est vrai que non, c'est pas fondamental. Enfin, moi, je suis ravie d'avoir été jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ça peut mettre plusieurs années. L'important, c'est de se mettre en chemin. Et l'arrivée est très émouvante, effectivement. Il y a un sentiment d'accomplissement, bien sûr, il y a un sentiment d'accomplissement. Mais si l'on pour certaines personnes, c'est pas possible. Enfin, ils ne pourront faire que quelques tronçons déjà. C'est très très fort. Et justement, vous l'avez un peu évoqué précédemment, qu'est-ce que ça apporte de faire Saint-Jacques-de-Compostelle? En quoi est-ce un chemin différent d'autres sentiers de randonnée? C'est étonnant, ouais, c'est un espace-temps complètement différent, enfin, où tout est simple. En fait, on ne vous pose pas de questions. Déjà, on a les masques sociaux qui tombent, on est tous habillés pareil, on ne vous demandera jamais ce que vous faites dans la vie, on vous demande combien de kilomètres vous avez fait, d'où vous êtes parti, éventuellement quel âge vous avez, si vous n'avez pas trop mal à la jambe, si vous avez des conseils. Et puis, c'est un espace de solidarité, de rencontre, de liberté, justement, où on n'est pas obligé de planifier avant. On trouvera toujours un endroit où être hébergé. C'est là une force tellurique, je ne sais pas, mais c'est pas le GR20 quoi, qui traverse la Corse, c'est pas la randonnée autour de chez soi. Non, il y a vraiment quelque chose au niveau humain, historique, vibratoire, quelque chose d'assez extraordinaire sur ce chemin. Un chemin qui nous force un peu à nous déconnecter et en même temps à nous lier aux autres, si je comprends bien. Oui, ce sont des rencontres toujours incroyables. C'est un chemin où on parle naturellement, spontanément avec toutes les personnes que l'on croise. On se retrouve avec des gens très différents et il y a vraiment une amitié qui se crée. Comme on sait qu'on se reverra plus, tout le monde se livre. C'est très authentique. Et je sais que pour moi, enfin, moi j'y vais pour le travail, mais je rêve de le faire
d'une traite d'avoir le temps. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi depuis que j'en parle qui, qui veulent venir avec moi, même les jeunes, même ma fille. C'est super. Enfin, on sait que la randonnée attire de plus en plus la jeunesse aussi. Et c'est vraiment un très beau chemin. On a beaucoup de chance d'avoir puisque les gens viennent du monde entier. Hein. On croise en plus le monde entier, des Néo-Zélandais, des Taïwanais. C'est incroyable, des Polonais, des Allemands. Donc, c'est vraiment un chemin à faire. Bon, en tout cas, vous m'avez donné très envie de me lancer sur les chemins de Compostelle. Merci beaucoup Mathilde Giard. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro, et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.